Salut à tous et bienvenue dans un nouveau dossier Total Remake consacré au cinéma d'horreur et fantastique. Dans cet épisode, nous allons découvrir ou redécouvrir d'un peu plus près, mais pas trop quand même, l'inoubliable Carrie de Brian De Palma réalisé en 1976. Nous verrons ensuite ce qui a poussé la MGM à produire en 2013 un remake de ce film culte, avec Kimberly Peirce à la réalisation, et ce qu'il a apporté de nouveau d'un point de vue artistique et technique. Carrie est le premier roman de Stephen King, écrivain américain à succès. Il est publié en 1974 par la maison d'édition américaine Doubleday. Lors de son écriture en 1972, King est âgé de 25 ans, tout juste jeune marié et papa d'une petite fille. C'est un fait divers qui l'inspire pour l'écriture de son histoire. J'ai eu cette idée car j'ai connu deux filles qui étaient comme Carrie White. La première était une lycéenne qui se trouvait en bas de l'échelle sociale. La seconde était une enseignante qui se trouvait dans la même situation. La lycéenne s'est tuée, elle s'est pendue, et l'enseignante est morte, renversée par une voiture alors qu'elle traversait la rue. Toutes deux n'étaient pas heureuses, et j'ai pensé que, pour une fois, ce serait super que la roue tourne, de voir qu'une de ces jeunes personnes malmenées, malheureuses et opprimées puisse prendre sa revanche. Et alors qu'il doute et envisage d'abandonner le projet, c'est sa femme Tabitha qui récupère les premières pages que King avait jetées à la poubelle et l'encourage à continuer l'écriture. Et elle a bien fait. À la surprise de King, à qui on a accordé une avance de 2 500 $ sur ses droits d'auteur, la maison d'édition Doubleday en obtient quelques mois plus tard pas moins de 400 000 $ pour éditer Carrie en livre de poche, ce qui équivaut aujourd'hui à environ 2 millions de $. Ainsi, poussé par le destin, King décide de quitter son poste de professeur d'anglais pour se consacrer pleinement à l'écriture. L'année suivante, Carrie est devenue un best-seller, vendu à plus d'1 300 000 exemplaires. De quoi attirer plus d'un cinéaste pour une éventuelle adaptation sur grand écran, dont Brian De Palma. J'ai lu le livre. Il m'avait été suggéré par un ami auteur. Je l'ai apprécié et j'ai appelé mon agent pour trouver qui en possédait les droits. J'ai découvert que personne ne les avait achetés. Beaucoup de studios voulaient les droits. J'ai donc appelé plusieurs personnes auxquelles j'ai dit que c'était un livre incroyable et que j'avais très envie de le faire. Le projet Carrie éclot au cœur des années 70, dans un contexte où le cinéma fantastique explose. En effet, la Hammer Film, fondée en 1934, connaît son âge d'or dès la fin des années 50 et devient le foyer du film fantastique en Grande-Bretagne. L'un des principaux artisans de la Hammer, en particulier Terence Fisher, replace les vieux monstres du cinéma sur le devant de la scène, notamment Dracula, interprété par Christopher Lee. Il inspire plusieurs réalisateurs italiens tels que Riccardo Freda ou Mario Bava. Mariant la violence à l'érotisme, il contribue à donner un nouveau souffle au cinéma d'horreur. La mode du cinéma gore, quant à elle, est lancée par le succès de Blood Feast d'Herschel Gordon Lewis en 1963 et s'épanouit dans une surenchère d'hémoglobine dans le but de choquer un public en quête de sensations fortes. Le mot gore désigne littéralement le sang versé et coagulé. Dans les années 70, les metteurs en scène italiens spécialisés dans le cinéma bis exploitent ce sous-genre jusqu'à la moelle et inondent le spectateur d'images chocs et d'effets sanguinolents. Plusieurs cinéastes emblématiques de ce genre auront d'ailleurs une influence certaine sur l'œuvre de De Palma. Tout d'abord, Lucio Fulci, qui en 1971 évita de justesse 2 années de prison pour son film Le Venin de la peur. En effet, une scène de vivisection sur des chiens paraissait trop réaliste, ce qui provoqua un véritable scandale. Pour sa défense lors du procès, Carlo Rambaldi, chef des effets spéciaux, est contraint de se justifier et de prouver au jury qu'il s'agissait bien là de marionnettes et qu'il n'y avait donc pas eu de maltraitance animale pendant le tournage. Ce même Carlo Rambaldi, qui, dépassé par l'ampleur des difficultés techniques, se cassera les dents sur la conception du King Kong de John Guillermin, dont nous avons parlé dans notre précédent dossier. Citons aussi Joe D'Amato, artisan majeur du cinéma d'exploitation, qui fait le pari d'aborder des sujets tabous comme le cannibalisme, la pornographie ou encore la nécrophilie, dans l'unique but de dégoûter le public et de se faire un nom dans le monde du cinéma d'horreur, et tout ça sans avoir à dépenser le moindre sou dans la qualité de ses œuvres. De même, l'américain George Romero, qui n'est plus à présenter, signe des films cultes comme La Nuit des Morts Vivants et Zombie, lesquels ont été réalisés en compagnie de l'italien Dario Argento, autre grand réalisateur du cinéma gore, connu pour avoir donné ses lettres de noblesse au giallo, genre puisant son inspiration dans les romans policiers italiens. Mélange de thriller, d'horreur et d'érotisme, le giallo est caractérisé par des scènes sanglantes théâtralisées, le tout dans une atmosphère baroque, voire grand guignolesque.
Ces films, notamment le plus emblématique, Les Frissons de l'angoisse, nourrissent durablement l'inspiration de De Palma puisqu'on retrouve dans certains de ses films, dont Carrie, ce goût pour les images flamboyantes et l'aspect stylisé de certains plans. Pour finir, on ne peut pas passer à côté du film très controversé Cannibal Holocaust, réalisé en 1980 par Ruggero Deodato et qui a défrayé la chronique par ses thèmes abordés et la confusion qu'il installe entre fiction et réalité. Par exemple, contrairement à Rambaldi que nous avons cité plus tôt, Deodato n'a eu aucun scrupule à tuer de vrais animaux à l'écran. Parallèlement à ces productions souvent à budget réduit, on observe à partir de la fin des années 60 que le fantastique, qui jusque-là était principalement exploité par de petites compagnies spécialisées dans la série B, devient de plus en plus convoité par les grosses compagnies. Des budgets plus conséquents sont alors alloués à de jeunes cinéastes ambitieux qui vont livrer des œuvres marquantes souvent adaptées de romans. Ainsi, le succès de Rosemary's Baby de Roman Polanski, d'après le livre d'Ira Levin, et de L'Exorciste de William Friedkin, inspiré du roman de William Peter Blatty, témoignent de ce regain d'intérêt pour le fantastique. Ce dernier film en particulier aura un impact très fort sur le public, comparable à celui de Psychose 13 ans plus tôt. À mesure que le fantastique gagne en crédibilité et en potentiel aux yeux des producteurs de l'époque, ce genre devient plus accessible au grand public, d'autant que les mœurs évoluent sensiblement à ce moment-là, ce qui leur permet de montrer des scènes de plus en plus violentes et crues. Dans cette continuité se développe un cycle de films horrifiques dont certains personnages tombent sous l'emprise de forces maléfiques, à l'image de la petite Regan dans L'Exorciste. Parmi les plus notables, on peut citer La Malédiction de Richard Donner, Amityville de Stuart Rosenberg, Shining de Stanley Kubrick ou encore Evil Dead de Sam Raimi. D'autres cinéastes cherchent davantage à atteindre nos peurs les plus primaires à travers une succession de scènes de meurtres sauvages, le tout dans une esthétique plutôt brute de décoffrage. C'est ce qu'on appelle le slasher, avec son éternel tueur en série psychopathe, généralement doté d'une arme blanche. Les œuvres les plus importantes du genre sont Massacre à la tronçonneuse de Tobe Hooper, Halloween la nuit des masques de John Carpenter, Vendredi 13 de Sean Cunningham, Maniac de William Lustig ou encore Les Griffes de la nuit de Wes Craven. Bien que le cinéma de Dario Argento soit une grande inspiration pour Brian De Palma, il est d'autant plus marqué par un célèbre réalisateur britannique qui n'est autre que le grand maître du suspense, Alfred Hitchcock. Les thèmes de ce dernier traversent en filigrane le cinéma de De Palma. D'ailleurs, Sœur de sang est considéré comme étant un pastiche de Psychose, et l'influence de Vertigo se fait particulièrement ressentir dans Obsession. De Palma puise également son inspiration chez un autre grand réalisateur anglais, Michael Powell. En 1928, il débute comme photographe de plateau, puis comme assistant auprès d'Hitchcock. Il réalise en 1937 son premier long métrage sur les îles de Shetland, The Edge of the World, qui lui vaudra d'être comparé par la critique à une grande figure du cinéma d'exploration que nous avons déjà présenté dans un flash de Simon, Robert Flaherty. Durant sa carrière, il réalise en collaboration avec le scénariste Emmerich Pressburger plusieurs classiques du 7e art, Colonel Blimp, Une question de vie ou de mort, Le Narcisse noir, Les chaussons rouges et Les contes d'Hoffmann. Sur plusieurs de ses films, Powell travaille avec le directeur de la photographie Jack Cardiff, grand spécialiste du Technicolor, qui a collaboré entre autres avec Alfred Hitchcock, Orson Welles, Joseph L. Mankiewicz, Laurence Olivier, Henry Hathaway ou encore Richard Fleischer. Pour son travail sur le Narcisse noir, Cardiff fut même récompensé par un Oscar en 1948. Sister, did you hear the bell? Enfin, Michael Powell est connu pour avoir réalisé Le Voyeur, sorti la même année que Psychose. Dans le film, on suit les aventures d'un jeune photographe solitaire qui traque et assassine de jeunes femmes pour pouvoir filmer leurs réactions de peur. Le long métrage sera jugé malsain par la critique, et ce malgré la prestigieuse réputation du réalisateur. En conséquence, il ne sera diffusé que dans une poignée de salles et souvent par des distributeurs de films pornographiques. Ce n'est que plus tard que cette œuvre maudite est redécouverte et considérée comme culte par les spectateurs, mais aussi par des réalisateurs de renom comme Martin Scorsese ou Brian De Palma. Le cinéaste français Bertrand Tavernier dira également tout le bien qu'il pense de l'œuvre de Powell. Les films de Michael Powell entre 1937 et 1951 témoignent d'une originalité, d'une liberté de ton stupéfiante. Profondément enracinés dans une culture nationale, ils font en même temps preuve d'une curiosité et d'une largeur de vue quasi unique.
On peut donc dire que toutes ces influences ont été fondamentales pour la réalisation de Carrie, savant mélange d'horreur et de fantastique, mêlé à un véritable drame psychologique. Revenons-en à Brian De Palma qui, dans les années 70, avait déjà réalisé et scénarisé plusieurs thrillers et drames fantastiques remarqués. Sœur de sang en 1973, Phantom of the Paradise en 1974 et Obsession en 1976. La réalisation de Carrie s'annonce donc comme une suite logique, d'autant que le cinéaste s'intéresse de près à ce projet d'adaptation. J'ai eu des mois pour préparer ce film, à attendre d'avoir l'argent pour le faire, à me battre pour le budget. J'étais donc assis chez moi, entouré de panneaux d'affichage, et j'ai commencé à dessiner des petites cartes. Et j'avais littéralement chaque plan du film sur une carte fixée au mur. Et je suis resté là des mois, à les déplacer et à réfléchir à toute la conception visuelle du film. Dans les faits, c'est Lawrence D. Cohen qui est engagé pour écrire le scénario. Le premier jet, considéré comme trop proche du livre, est rejeté par la United Artists, boîte de production américaine qui possède les droits sur l'exploitation de Carrie au cinéma. La seconde version du script sera la bonne. Bien qu'il prenne des libertés par rapport au roman, on y retrouve tout de même la dimension tragique de l'histoire de la jeune Carrie. Le jour de ses premières règles, Carrie prend peur dans les douches de l'école, car sa mère, bigote et possessive, ne lui a jamais rien expliqué sur le sujet. Prise de panique, ses dons de télékinésie se révèlent sans qu'elle en ait conscience. Ses camarades de classe se moquent d'elle plus que violemment, mais l'une d'entre elles, Sue, culpabilise et persuade le beau Tommy d'accompagner Carrie au bal de l'école pour lui faire passer une soirée de rêve afin de se faire pardonner. C'était sans compter sur la petite peste du lycée, Chris, qui en veut personnellement à Carrie pour avoir été privée de bal. Quand cette dernière est nommée reine de la soirée, Chris et son petit ami Billy montent un piège et lui font tomber un seau de sang de porc sur la tête. Malheureusement, Carrie, alors en état de choc, entre dans une spirale destructrice et libère ses pouvoirs paranormaux. Cohen restera longtemps attaché à l'univers de Stephen King puisqu'il adaptera ça au format mini-série à la télévision en 1990. Pour le budget, la United Artists accorde à Brian De Palma 1,8 million de dollars. Cette somme jugée trop modeste compromet la réalisation de certaines scènes ambitieuses, notamment la destruction de la ville à la fin de l'histoire. On ne peut pas détruire la ville pour des raisons économiques, alors détruisons seulement le lycée. Pour la musique, Brian De Palma décide de faire appel à un compositeur de renom avec lequel il a déjà collaboré sur Obsession et Sœur de sang, Bernard Herrmann. Compositeur attitré d'Alfred Hitchcock sur 8 de ses films, dont Sueur froide, La mort aux trousses, Les oiseaux et bien évidemment Psychose, il est considéré comme l'un des plus grands compositeurs de l'histoire du 7e art. Herrmann signe les partitions de Citizen Kane d'Orson Welles, Du jour où la Terre s'arrêta de Robert Wise, ainsi que de nombreux films d'aventure comme Le 7e voyage de Sinbad et Jason et les Argonautes, aux effets spéciaux signés Ray Harryhausen. François Truffaut lui-même a recours à ses services pour Fahrenheit 451, d'après le roman de Ray Bradbury. Hélas, le compositeur décède en décembre 1975, peu après avoir terminé la musique de Taxi Driver de Martin Scorsese. De Palma décide alors d'engager Pino Donaggio, compositeur du film Ne vous retournez pas de Nicolas Roeg. Donaggio rendra hommage au travail de Bernard Herrmann sur Psychose en intégrant des staccatos de violon strident comme bruitage lorsque Carrie se sert de ses pouvoirs. De plus, satisfaits de leur collaboration, De Palma et Donaggio travailleront à nouveau ensemble sur 6 autres films. Quant à Dario Argento, il fera appel à lui en 2005 pour un téléfilm consacré à Hitchcock. Le casting de Carrie se déroule en même temps que celui de Star Wars épisode 4 A New Hope, réalisé par George Lucas en 1977. Ainsi, William Katt, d'abord pressenti pour le rôle de Luke Skywalker, décrochera finalement celui de Tommy Ross dans le film de Palma. De la même manière, Carrie Fisher, future princesse Leila, avait auditionné pour le rôle de Carrie. On ne peut rêver mieux en matière d'acteurs. Pour la plupart, c'était leur premier film. Ils se donnaient à fond et voulaient tout essayer. Ils étaient prêts à tout. George Lucas et moi, on auditionnait ensemble des centaines de jeunes pour Carrie et Star Wars. Quant à Sissy Spacek, épouse du chef décorateur Jack Fisk, qu'elle a déjà assisté sur le tournage de Phantom of the Paradise, elle insiste auprès de Palma pour passer le casting. La jeune actrice a à son actif quelques apparitions au cinéma et à la télévision, avec toutefois un rôle plus consistant dans La Balade sauvage, premier film de Terrence Malick, où elle donne la réplique à Martin Sheen, futur capitaine Willard d'Apocalypse Now. Mais Brian De Palma n'est guère convaincu, d'autant qu'il a déjà une autre actrice en tête pour le rôle de Carrie, Melanie Griffith.
Têtue et sûre d'elle, Sissy Spacek se rend tout de même au casting et se met entièrement dans la peau du personnage qu'elle convoite tant, en allant jusqu'à adopter sa mine blafarde et ses cheveux gras. Brian rencontrait les candidats de façon groupée. Une personne faisait Carrie, puis il inversait les rôles. J'étais mal à l'aise car je n'auditionnais que pour un seul et unique rôle, celui de Carrie. Je n'avais pas la même chance que les autres d'être engagée. En relisant le livre la veille du casting, j'ai mis de la vaseline dans mes cheveux et j'ai enfilé un costume de marin fait par ma mère quand j'étais en 5e. J'étais à fond dedans et je m'apitoyais sur mon sort, ce qui était exactement ce qu'il me fallait. Le lendemain, pour faire les essais, je ne m'étais même pas lavé le visage. Les coiffeurs et les maquilleurs accouraient vers moi tellement j'étais horrible. Je me suis humiliée et maltraitée car je connaissais Brian. Je savais que je n'étais pas sa préférée. Autant dire que sa performance impressionne tout le monde sur le plateau et incite Brian De Palma à l'engager pour le rôle principal, celui de Carrie White. Pour l'anecdote, Sissy Spacek a réellement été élue reine du bal de promo dans son lycée. En espérant que ses camarades soient encore là pour confirmer. Quant à Piper Laurie, qui interprète Margaret, la mère abusive de Carrie White, son dernier rôle au cinéma datait de plus de 15 ans, avec le film L'Arnaqueur aux côtés de Paul Newman. À la première lecture du scénario, elle n'est pas du tout séduite par l'histoire. C'est son mari qui la convainc de le relire en pensant à la dimension satirique souvent présente dans les films de De Palma. Je trouvais ce rôle caricatural. Je n'avais pas compris. J'en ai parlé à mon mari et il m'a dit « Brian De Palma a une approche comique pour tout ce qu'il fait ». Je me suis dit que c'était ça la clé et que je ne l'avais pas lu comme il le fallait. J'ai donc relu le scénario comme si c'était une satire. Suite à une relecture du script, elle accepte de rencontrer le réalisateur et décroche finalement le rôle, persuadée de jouer dans une comédie. Pour le reste de la distribution des rôles mère-fille, notons qu'Amy Irvine, interprétant Sue, l'amie de Carrie, est réellement la fille de Priscilla Pointer qui lui donne la réplique. Cette méthode de casting confère plus d'authenticité aux relations entre les personnages, comme pour le film Sœurs de sang, dans lequel l'actrice Jennifer Salt joue aux côtés de sa mère, Mary Davenport. Le rôle de la prof de sport, Miss Collins, a été confié à l'actrice Betty Buckley, qui avait 29 ans à l'époque, soit 1 ou 2 ans de plus que la plupart des acteurs jouant ses élèves, notamment Nancy Allen incarnant Chris, la peste du lycée et tortionnaire de Carrie. De plus, son petit copain Billy n'est autre que John Travolta, que l'on découvre dans son premier vrai rôle au cinéma. Pendant la préparation du tournage, Brian De Palma suit ses acteurs de très près et les fait répéter pendant des semaines afin qu'ils s'imprègnent de leur rôle. Perfectionniste, le réalisateur n'hésite pas à multiplier les prises de certaines scènes comme celle de la gifle bien réelle que donne Betty Buckley à Nancy Allen et qui a dû être répétée une 30aine de fois avant que De Palma n'obtienne la réaction souhaitée. Il en va de même pour la scène où Nancy Allen et John Travolta s'enivrent de bière dans leur pick-up. Travolta, par ailleurs, refuse de gifler sa partenaire de peur de lui faire mal. Le tournage de la scène s'avère délicat, les voitures devant être parfaitement synchronisées pour les prises de vue. Sans oublier l'intérieur de la voiture, inondé de bière à chaque nouvelle prise pour le plus grand confort des deux acteurs. Véritable crapule du film, Chris et Billy trament une vengeance visant à humilier Carrie en public. Pour ce faire, ils décident d'aller tuer un cochon et de récupérer son sang pour le déverser sur cette dernière lors du bal de promo. Pour la recherche du décor de cette scène, Jack Fisk fit appel à un jeune inconnu, un certain Bill Paxton, qui avant de devenir un acteur à succès fut un excellent décorateur de plateau. Habitué à vadrouiller muni de sa caméra 8 mm pour dénicher de potentiels lieux de tournage, il conseille à Jack Fisk la Farmer John's, une usine à cochons située en plein centre de Los Angeles. Malgré l'antipathie qu'on éprouve pour leurs personnages, John Travolta et Nancy Allen sont plutôt complices et plaisantins sur le plateau. Ils n'hésitent pas à détendre l'atmosphère entre les prises et deviennent les clowns du tournage. Brian De Palma mit à profit cette complicité et les réunit à nouveau dans Blowout quelques années plus tard. Le réalisateur pousse ses acteurs à se dépasser et la séquence des vestiaires en est un bon exemple. De Palma souhaite créer le maximum d'intimité entre les actrices pour rendre la scène la plus réaliste possible. Il choisit de tourner dans un premier temps avec Sissy Spacek seule et complètement nue, ce qui a permis de rassurer les autres actrices qui ont pu regarder les images et se dire « si Sissy l'a fait toute seule, on peut le faire ». De Palma se révèle être un brillant directeur d'acteurs, et nous verrons par la suite qu'il est également un metteur en scène particulièrement novateur et audacieux. Brian De Palma se distingue des autres réalisateurs de films d'horreur de l'époque, à la fois par une mise en scène inventive, mais aussi par un ton très critique, notamment en faisant la satire du fanatisme religieux par le biais du personnage de Margaret White, la mère de Carrie. D'ailleurs, cette dernière est dépeinte comme une bigote illuminée, semblable à une sorcière obnubilée par la morale et la religion.
Sa maison ressemble à l'intérieur d'une église gothique, pétrie de cierges, de croix, de voûtes et d'icônes religieuses. La mère et la fille baignent dans une imagerie biblique et dignent tels deux apôtres de chaque côté d'une immense tapisserie de la scène. Margaret voit le mal partout et particulièrement en Carrie. Elle la rabaisse et la torture continuellement en l'obligeant à aller prier dans un placard minuscule qu'elle ferme à double tour. L'emprise néfaste de sa mère déstructure la vie sociale de Carrie, laquelle éprouve de grandes difficultés à s'intégrer au sein de son lycée, où elle est constamment rabaissée et moquée par ses camarades. Afin de souligner le côté agressif de la vie étudiante, la mascotte de l'établissement est une guêpe. Pour filmer ce microcosme, Brian De Palma se montre là encore très imaginatif, et ce dès le début du film avec la séquence de la douche. En effet, il utilise des ralentis ainsi qu'un effet de lueur diffuse, conférant à cette séquence un aspect onirique qui tranche avec les filtres de couleur rouge sang qui seront utilisés pour la scène du bal. Notons que la douche est un leitmotiv qu'on retrouve dans plusieurs films de De Palma, Phantom of the Paradise, Obsession, Pulsion et Blowout. Encore une référence à Psychose. L'influence de ce film revient souvent ici. Le sang sur la peau de Carrie sous la douche, l'attaque au couteau de Margaret et enfin le lycée de Carrie, nommé Bateside School. Véritable clin d'œil au personnage du tueur psychopathe Norman Bates, incarné par Anthony Perkins dans le film d'Hitchcock. On remarque aussi dans plusieurs scènes l'utilisation d'une lentille bifocale permettant de filmer nettement un sujet proche et un sujet distant, le tout dans un même plan. Jouant ainsi sur la mise au point, le cinéaste révèle avec brio son goût de l'observation et son sens du détail. Une minutie sans pareille qui nous amène à la séquence clé, le bal de promo, dont le gymnase a été reconstitué en studio à Culver City. Il ne comportait pas de toit. Aussi, pour combler cette absence, Jack Fisk décore la salle d'étoiles suspendues et de banderoles, ce qui deviendra par la suite une mode lors des bals de fin d'année aux États-Unis. Dans cette scène, De Palma confirme sa maîtrise, notamment grâce à 2 longs plans séquences d'une grande virtuosité. Le premier nous présente la piste de danse en partant du haut de la salle pour finalement s'achever sur l'arrivée de Carrie et Tommy. Voilà comment De Palma justifie son choix de mise en scène. Vous voulez montrer un monde qui va être détruit. Donc, vous adoptez un point de vue presque divin. Puis vous redescendez. Et vous introduisez tous les éléments qui rentreront en jeu pour le final. De Palma crée ainsi une atmosphère onirique où Carrie apparaît comme pure et angélique, revêtant une robe blanche immaculée. Cette scène digne d'un conte de fées culmine avec le slow entre Carrie et son cavalier Tommy. Sur le tournage, le tournoiement a été savamment orchestré pour que les acteurs, reposant sur une plaque tournante, puissent parler précisément quand la caméra arrive sur eux. C'est dans cette ambiance de rêve que démarre le second plan séquence. En partant du ramassage des bulletins de vote, il nous dévoile l'intégralité du stratagème machiavélique orchestré par Chris et Billy. On assiste ainsi à l'agencement de tous les éléments qui vont faire voler en éclats cette imagerie féerique faite d'étoiles et de paillettes. D'une durée de plus de 2 minutes, cet audacieux plan séquence nécessite une 30aine de prises et entraîne une querelle entre De Palma et le directeur de studio qui finit par perdre patience. De Palma emploie ici un procédé qu'il utilisera souvent par la suite, la description d'une scène de complot du point de vue omniscient. De la scène du bal dans Carrie à la tentative d'assassinat de Tony Montana dans Scarface, le spectateur a accès à tous les préparatifs de la conspiration et sait qu'un mauvais coup se trame, contrairement au personnage. Cette écriture, que l'on retrouve souvent dans le giallo, a pour effet d'accroître le suspense. Le spectateur est alors pris dans une mécanique impeccablement huilée qui aboutit à l'humiliation publique de Carrie, recevant un seau de sang de porc sur la tête confectionné à partir de sirop et de colorant. Le liquide devient particulièrement collant à cause du feu présent sur le plateau, à tel point que les assistants de Sissy Spacek sont obligés de la vaporiser d'eau afin de libérer ses mouvements. L'actrice ne se lavera pas pendant les 3 jours nécessaires au tournage de ses plans et a même dû prendre une douche pour pouvoir se débarrasser de sa robe. Pour l'anecdote, c'est Brian De Palma qui opte pour du sang de porc, alors que le producteur insistait pour utiliser de la peinture bleue. Carrie est un film où le sang a un rôle essentiel. Qu'il s'agisse de sang menstruel ou du sang de cochon. Tout ce qu'il y a de dramatique dans le scénario est provoqué par un écoulement de sang. C'est pour ça qu'on ne pouvait pas mettre de peinture bleue à la place. Plus rien n'aurait fonctionné. Ainsi, le plan de Carrie recouverte d'hémoglobine et traumatisée fait écho à la scène de la douche, où Carrie est horrifiée en découvrant ses règles. Le sang contribue à rendre le film encore plus marquant et viscéral.
L'état de choc de Carrie lors de la scène du bal est accentué par l'absence presque totale de son. Après avoir assisté à la chute fatale de Tommy, heurté par le seau de sang, elle entre en transe et amorce un processus destructeur visant toutes les personnes présentes sur les lieux. De par ses pouvoirs, la salle est plongée dans un rouge luciférien, les issues de secours se ferment et commence l'anéantissement du gymnase, qui finira ravagé par les flammes sous le regard halluciné de Carrie. Pour accroître la dimension apocalyptique de la scène, Brian De Palma choisit un objectif qui donne à Carrie une vision kaléidoscopique de la situation. De même, il utilise un effet qui deviendra sa marque de fabrique, le split screen, déjà expérimenté dans Sœurs de sang et Phantom of the Paradise. Carrie n'épargne même pas la professeure de sport qui avait pris précédemment sa défense, puisqu'elle meurt coupée en deux par le panneau d'un panier de basket. Un choix radical de la part de De Palma qui balaye toutes les limites et n'hésite pas à prendre son spectateur de court. Toutes les victimes sont impliquées dans cette tragédie antique. Ils sont tous coupables et doivent tous disparaître. Et c'est fatalement le sort qui attend Chris et Billy après leur ultime tentative de s'en prendre à Carrie. Cette scène spectaculaire a été réalisée avec l'aide de Dick Zicker, cascadeur chevronné du cinéma américain, puisqu'il a risqué sa peau lors des tournages de plus de 150 films comme les Blues Brothers, Scarface, Police fédérale Los Angeles, Die Hard, Total Recall ou encore Terminator 2. S'ensuit la scène où Carrie retourne chez elle pour se faire pardonner par sa mère. Mais cette dernière la poignarde, ce qui provoque une dernière réaction destructrice de la part de Carrie, tuant sa mère en la transperçant d'ustensiles de cuisine. Pour faire voler les couteaux, les techniciens utilisent des fils de pêche. Et au final, le tournage de cette scène durera une journée entière. Pour accroître le malaise du spectateur, Piper Laurie propose d'assimiler la mort de son personnage à un orgasme en poussant des cris de jouissance, ce qui plaît à Brian De Palma. L'ambiguïté de la mère s'en trouve encore renforcée, faisant écho aux propos qu'elle tient à l'encontre de son mari. He took me. The stink of the filthy roadhouse whiskey on his breath. And I liked it. Quant à la crucifixion finale de Margaret, elle évoque la position de la statuette de Saint-Sébastien qui orne le placard où elle enfermait sa fille. Ainsi, la boucle est bouclée. Carrie finit ensevelie sous les décombres de la maison. Une maquette 2 fois plus petite que l'édifice original est utilisée pour la réalisation de cette scène. À l'origine, le script prévoit l'effondrement de la maison sous une pluie de rochers. Malheureusement, la nuit du tournage, le tapis roulant censé déverser les pierres s'enraye, ce qui menace les délais de production. Mais De Palma sait s'adapter, et par souci d'économie, il contourne le problème et décide d'incendier la maison avant de la faire s'effondrer. Cet imprévu explique pourquoi dans les scènes en intérieur, le plafond est détruit par des pierres qui pourtant n'apparaissent dans aucun plan en extérieur. L'efficacité du montage parvient à rendre mineur ce problème de raccord. Jusqu'à la fin, Brian De Palma joue entre rêve et réalité et utilise un effet reverse obligeant Amy Irving à marcher à reculons. On peut d'ailleurs apercevoir en arrière-plan une voiture qui roule à l'envers. À noter que Sissy Spacek insiste pour prendre place sous les gravats lors du tournage de cette scène, sans se faire doubler. Avec un budget limité, le réalisateur est parvenu à signer une mise en scène intelligente et sophistiquée, soutenue par une panoplie d'effets visuels maîtrisés et utilisés à bon escient. Carrie est une réussite artistique et le premier succès commercial de Brian De Palma, rapportant au total 34 millions de dollars, soit presque 20 fois plus que le budget initial. Le succès de Carrie lancera la mode des teen movies, et surtout des adaptations cinématographiques de Stephen King, puisque suivront entre autres Shining, Christine, Misery, Les Évadés, La Ligne Verte et The Mist. King se montre d'ailleurs très satisfait du travail de De Palma, ce qu'il explique dans le premier tome de son ouvrage Anatomie de l'horreur. De Palma a traité ce matériau avec plus de légèreté et plus d'habileté que moi. La réussite du film doit également beaucoup au travail du monteur Paul Hirsch, qui retravaillera avec De Palma à de nombreuses reprises. Pour l'anecdote, Hirsch travaille simultanément sur Carrie et sur le Star Wars de George Lucas, pour lequel il décrochera un Oscar en 1978. This is a great honor, especially in light of the excellence of the competition this year. On a personal note, I'd like to thank Brian De Palma for believing in me for so many years. De même, l'excellent Jack Fisk deviendra par la suite le directeur artistique attitré de Terrence Malick et aura l'occasion de travailler sur There Will Be Blood de Paul Thomas Anderson et dernièrement sur The Revenant d'Alejandro González Iñárritu.
En 1977, Sissy Spacek et Piper Laurie sont nominés aux Oscars pour la qualité de leur interprétation. Mélange adroit de satire sociale, de teen movie et de film d'épouvante, le film est devenu un classique et contribue à lancer la carrière de John Travolta, qui triomphera peu après dans La fièvre du samedi soir et Grease, ainsi que celle de Sissy Spacek, qui obtiendra son Oscar en 1981 pour Nashville Lady. Miss Sissy Spacek. I want to thank all of you so much. This is the greatest. Pour ce qui est de Piper Laurie, on la retrouvera chez David Lynch dans la série Twin Peaks et comme par hasard chez Dario Argento dans Trauma. Quant à Brian De Palma, il est devenu l'un des cinéastes majeurs du cinéma américain de ces dernières décennies, avec entre autres Scarface, Les Incorruptibles, L'Impasse et Mission Impossible. C'était la première partie de notre dossier Total Remake sur Carrie. Merci à tous d'avoir suivi l'émission. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et à nous suivre sur notre page Facebook et sur Twitter. Et si vous souhaitez nous soutenir dans nos futurs projets, Tipeee existe aussi. Je vous dis à très bientôt pour le second épisode et vous propose de finir sur un petit récapitulatif. À la prochaine!